pour introduire cette table ronde sur le sujet « La joie de se tourner vers les autres ». Et donc Christophe André, donc je pense que la plupart vous les connaissez déjà, hein. Christophe André, psychiatre, psychothérapeute et un des piliers de la pleine conscience en France. Mathieu Ricard, le fondateur de Karuna, qui a écrit de nombreux ouvrages, je pense que vous le savez déjà, qui est aussi photographe, qui est aussi scientifique. Et Caroline Lessire, qui est la cofondatrice d'Émergence. Émergence, qui est un peu une association sœur de Karuna. Ça fait plus de 15 ans qu'il y a des partenariats, qu'il y a les journées Émergence organisées. Ça va être la 15e année d'ailleurs dans quelques mois. Et Caroline qui a aussi lancé un podcast Donne-moi des ailes, où l'idée c'est de parler des femmes inspirantes qui nous inspirent dans notre vie quotidienne et qui ont pu nous inspirer dans notre histoire. Un grand merci à tous les trois donc, pour ce thème, la joie de se tourner vers les autres. Merci beaucoup à Karuna de m'avoir confié cette mission un peu périlleuse, parce que quand on doit passer la parole à deux amis qui sont habitués à converser sans qu'il y ait tant de personnes qui les écoutent, je vais devoir passer la parole et aussi faire circuler pour que vous puissiez vous aussi, à la fin de ce petit échange, leur poser quelques questions. D'avance, je m'excuse pour cette partie du public. Je vais essayer quand même de pouvoir me tourner aussi vers vous, mais puisque mes deux invités sont de ce côté-là, je m'excuse par avance si je vous tourne parfois un petit peu le dos. Et avant de poser une première question à Christophe et à Mathieu, j'avais la proposition de vous offrir un petit moment, puisqu'on va parler de joie, et on va parler de joie qui peut survenir quand on se tourne vers les autres, de joie conjuguée à l'altruisme, avant qu'on aille peut-être un peu plus dans la théorie et dans tout ce que ces deux experts finalement vont pouvoir nous dire de la joie et de l'altruisme, vous offrir un petit temps de contemplation, un petit temps d'abord seul avec vous, pour vous rappeler un moment de joie. Et donc vous pouvez vous prendre un petit moment, peut-être fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous, pour vous rappeler de la situation, avec qui vous étiez. Qu'est-ce qui se passait? C'était peut-être il y a quelques jours, peut-être même c'était déjà aujourd'hui. Peut-être ça remonte à quelques semaines, de ne pas contrôler ce qui arrive. Il y a peut-être rapidement un souvenir qui va apparaître à l'avant de votre conscience. Et de vous remémorer, de sentir aussi dans le corps, c'était comment? Qu'est-ce que vous voyez? C'était quoi? Les couleurs, les sons. Et s'il n'y a rien qui vient, ou s'il y a l'esprit qui vagabonde, c'est OK. Mais juste essayer de se connecter à ce sentiment de joie. Et puis de voir aussi, c'est comment dans le corps maintenant. Là, vous êtes au soleil, dans ce bel endroit où nous accueille la Fondation Good Planet. C'est comment dans le corps, là maintenant, d'avoir évoqué, d'avoir reconvoqué la joie, ce moment qui est venu, qui est apparu. Et puis la proposition, ce serait de vous tourner vers un voisin, une voisine, si c'est OK, de pouvoir échanger quelques mots avec cette personne. Peut-être c'est pas évident de se tourner vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on est tous venus ici pour parler de la joie de se tourner vers les autres. Donc vous pouvez concrètement vous tourner vers quelqu'un, dire votre prénom peut-être, et puis partager ce petit moment.
Alors, je vous propose de revenir tout doucement par ici. Les phrases se terminent tout doucement. Le silence va réapparaître, y compris chez mes voisins, là. Donc voilà, j'espère que cette première petite expérience, elle vous a permis déjà de créer du lien et de pouvoir revenir sur la joie. Et donc justement, puisqu'on va parler de joie, la première question que j'avais peut-être pour toi, Christophe, c'est finalement, qu'est-ce que c'est la joie? Et est-ce qu'il y a une différence entre joie et bonheur? Alors, je vais essayer de répondre brièvement. La joie, effectivement, ça fait partie des émotions fondamentales, des émotions qu'on retrouve chez tous les êtres humains, qui ont à peu près les mêmes déclencheurs, les mêmes façons de s'exprimer dans le corps et dans l'esprit des humains, quel que soit le coin de la planète où on évalue ces choses-là. La joie, c'est l'émotion qui se déclenche lorsque finalement on est pleinement satisfait. Les anciens philosophes parlaient, mais eux, ils parlaient plutôt du bonheur. Ils disaient au fond, ça fait partie de ces moments où nous avons tout ce que nous voulions, tout ce que nous désirions, où on n'a plus besoin de quoi que ce soit d'autre que ce qui nous est donné à cet instant. C'est pour ça peut-être qu'un certain nombre d'entre vous s'étaient sentis joyeux ou heureux tout à l'heure, là, quand on faisait l'exercice. En tout cas, c'était mon cas. Au fond, on est assis, il fait beau, les oiseaux chantent, on est réunis entre personnes qui ont le souci de faire autant de bien que possible autour d'elles. Et ça peut suffire, à l'instant en tout cas que nous avons vécu. Alors après, le rapport entre joie et bonheur, il est complexe. Au fond, c'est toute une famille. Après, quand on étend un peu ce concept de la joie à toute une palette émotionnelle, on voit qu'il y a la famille de la joie qui commence avec la bonne humeur, la légèreté, la paix intérieure, le contentement, et qui va jusqu'au bonheur. Et au fond, ça pourrait être deux extrêmes d'un continuum. La joie, on pourrait dire que c'est l'élément à la fois minimum et maximum du bonheur. Maximum en intensité, quand on est dans la joie, il y a une intensité de bonheur extraordinaire qui nous met en mouvement d'ailleurs. C'est ce qui caractérise la joie. On saute de joie, mais on ne saute pas de bonheur. La joie est motrice, elle pousse à l'action. Et on en reparlera tout à l'heure sans doute par rapport à l'altruisme, à la différence entre compassion et empathie. Mathieu nous racontera tout ça. Mais c'est aussi l'élément minimum du bonheur parce que la durée de la joie est forcément limitée. L'intensité des réactions biologiques que provoque la joie n'est pas faite pour durer très longtemps. Sinon, nous avons affaire à des joies pathologiques, comme on en voit parfois en psychiatrie, et donc ça se met à poser des problèmes. Non, mais c'est ça. Dans la bipolarité, il y a des états de joie qui sont un peu impurs, qui sont colorés d'intolérance à la frustration, mais qui sont des symptômes de maladie. Et à l'autre, mais donc c'est presque quelque chose d'animal, de spontané, d'instinctif, de très corporel, de très poussé vers l'action, la joie, là où le bonheur est quelque chose de beaucoup plus mentalisé, compris, intellectualisé. Le bonheur, c'est au fond la conscience que les choses vont bien pour nous. Il ne suffit pas que les choses aillent bien, là on est dans un endroit agréable, mais on pourrait très bien être dans cet endroit agréable, en compagnie agréable, sans nous sentir heureux, parce qu'on pense à des soucis que nous avons, ou parce qu'on regarde nos réseaux sociaux. Et pour que nous puissions nous sentir heureux, il faut faire ce que Caroline nous a demandé de faire tout à l'heure, c'est nous arrêter et prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Et à ce moment-là, on transcende ce qui était un simple petit bien-être en bonheur plus profond, plus intense, qui ne se passe pas au même niveau, au niveau cérébral et au niveau existentiel également. Donc voilà. Mais il faut vous méfier de ce genre de questions parce que la réponse peut tenir 3 heures. Donc j'en resterai là. Je voulais rebondir un tout petit peu. J'allais dire la même chose, qu'on saute de joie, on ne saute pas de bonheur. Et comme disait Christophe, une émotion, notamment les émotions de base, il y en a 6 ou 7, ça dépend des chercheurs, c'est quelque chose qui dure peu de temps, même si ça peut être renouvelé maintes fois.
Donc, il y a une expression sur le visage, avec tous les différents 256 muscles du visage qui prennent une configuration particulière qui permet de reconnaître ce que c'est que la joie, ou la tristesse, ou le dégoût, ou la colère, ou la peur, la surprise. Mais ça ne dure pas très longtemps, même si ça peut être renouvelé. Il y a aussi un état physiologique. Donc, quelqu'un a dit, la joie, c'est un peu comme les fleurs du bonheur. C'est quelque chose qui s'épanouit à un moment donné. Et donc, on peut sauter de joie, mais s'il fallait sauter tout le temps de bonheur, c'est pour quelqu'un qui sont heureux, ça serait un peu fatigant. Et on tomberait d'épuisement. Donc, effectivement, vouloir que la joie ou des sensations agréables soient indéfiniment renouvelées, c'est plutôt une recette pour l'épuisement qu'autre chose. Par contre, comme disait Christophe, le bonheur, c'est plutôt une manière d'être. Et paradoxalement, qui est même compatible avec, on peut dire, l'opposé de la joie, peut-être, ou de la tristesse, parce qu'on peut être triste devant une injustice, un massacre, un acte de cruauté, et en même temps, garder notre manière d'être, qui fait ce qu'on appelle l'eudémonia, ou le bonheur, le bien-être, être bien au fond de soi-même, parce que la tristesse est compatible avec la force d'âme, avec la compassion, avec le sens d'une direction dans l'existence, avec toutes sortes d'autres qualités qui, prises ensemble, ces qualités humaines fondamentales, la résilience et toutes sortes d'autres, qui font que notre ligne de base, effectivement, est de façon prédominante une ligne de bien-être plutôt que de mal-être. Et donc, quand on change un petit peu par l'entraînement ou par d'autres expériences de vie cette ligne de base, c'est un peu l'endroit où on revient au travers des hauts et des bas, de la joie et de la tristesse. Et donc, c'est quand même une différence assez importante entre une émotion et une manière d'être. Merci beaucoup à tous les deux. Et effectivement, vous avez vu que les réponses sont très très longues. J'ai 2 pages de questions. Je pense qu'on va se contenter de 3 questions. Et là, le timing qui nous est accordé sera terminé. Et donc, une question qui est vraiment dans le vif du sujet, alors, c'est de vous demander à tous les deux, peut-être en commençant par Christophe, en quoi la joie est-elle liée à l'altruisme, du coup, puisqu'on parle de cette joie de se tourner vers les autres. Peut-être tu pourrais nous en dire quelques mots. Et puis... Alors, on peut accomplir des actes altruistes, on peut ressentir le désir d'être altruiste sans être joyeux ou sans être heureux. Ça peut être un principe de vie, un idéal, une raison d'exister. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie, le bonheur, les émotions positives dans leur ensemble sont des facilitateurs d'engagement dans l'action. Et à l'inverse, ce qu'on voit très bien quand on est soignant, c'est que toute forme de souffrance, toute forme de détresse a tendance à rétracter les humains sur eux-mêmes. Si vous souffrez beaucoup, si vous avez très mal aux dents, très mal au dos, si vous êtes très malheureux parce que quelqu'un est mort ou on vous a quitté, ça vous sera difficile d'avoir un élan vers le monde extérieur parce que votre attention sera aimantée par votre souffrance. Donc la joie, elle n'est pas forcément indispensable à des actes ou des intentions altruistes, mais en tout cas, elle est quelque chose qui va pouvoir faciliter leur accomplissement. Et ça, on a beaucoup de travaux de psychologie sociale montrant que si vous élevez le niveau de bien-être des gens, si vous élevez leur niveau de joie, de bonheur, de contentement, tout dépend un petit peu comment vous voulez appeler ça et puis de ce que vous voulez provoquer dans votre recherche, vous avez tendance à élever leur capacité altruiste. Par exemple, vous avez tendance à faire que après les avoir mis de meilleure humeur, si à la sortie du laboratoire, vous avez un comparse qui fait tomber des objets, ces gens vont aider la personne plus facilement à ramasser les objets tombés par terre, etc. Donc, elle est en quelque sorte l'élan qui nous permet de répéter, de prolonger, de garder, qui nous donne l'énergie au fond de la continuité ou de la régularité de l'altruisme. En tout cas, c'est mon sentiment. Je suis curieux de voir comment Mathieu, qui est quand même le grand spécialiste, bien plus que moi, va pouvoir corriger ou compléter avec sa belle casquette. Il faut faire des casquettes Karuna, les amis, pour l'année prochaine. Voilà. Donc, effectivement, tout dépend de jusqu'où on étend le spectre de la joie. Est-ce qu'un moment de satisfaction profonde, qui n'est quand même pas forcément un état permanent, mais qui se dit, on sent vraiment, c'est absolument ce qu'il fallait faire, le sentiment de... C'est une des nuances de la joie. Or, on sait que, notamment une des fondatrices de
de la psychologie positive, Barbara Fredrickson, a écrit un livre sur l'amour. Alors l'amour, elle le définit comme une résonance positive avec quelqu'un. Ce n'est pas forcément l'amour romantique ou passionné. C'est même le fait de vous rencontrer quelqu'un 5 minutes et vous avez une résonance positive très forte, sans attachement ni autre chose, mais simplement un sentiment de notre humanité commune et d'être heureux d'être avec cette personne et en relation avec cette personne. Et elle appelait ça l'émotion suprême, parce que c'est cette émotion qui vient avec le plus grand nombre d'autres émotions ou états mentaux positifs qui accompagnent comme une constellation cette résonance positive avec les autres. Donc on peut parler d'amour dans ce cas-là. Et donc c'est l'émotion suprême parce que c'est elle qui déclenche le meilleur état d'être. Alors il faut faire attention aussi quand on dit ça, parce que les gens vont vous dire, ceux qui pensent qui sont les sectateurs de l'égoïsme universel, c'est-à-dire que si vous grattez à la surface d'un altruiste, c'est l'égoïsme qui va saigner, comme disait un évolutionniste, à savoir qu'on trouvera toujours une motivation égoïste quelque part. Donc, il vous dire, haha, vous faites ça à cause de ce qu'on appelle en anglais le warm glow, c'est-à-dire on se sent bien quand on a fait du bien à quelqu'un. Moi, ça m'arrive de voir un grand chef d'entreprise qui dit, moi, je fais de la philanthropie surtout parce que ça me fait tellement de bien. En gros, le reste, je m'en fiche, mais ça me fait du bien. Donc ça a été un argument contre l'existence de l'altruisme véritable. Mais en fait, si vous vous dites, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je vais aller donner 3 sous à un mendiant et je vais me sentir bien, puis vous lui donnez en disant, je m'en fiche pas mal de son sort, eh bien, vous n'aurez pas ce sentiment. Ça vient uniquement en bonus du fait que vous avez une motivation altruiste. Donc cette joie vient d'un altruisme véritable. Et vouloir les séparer, c'est un peu comme si on disait, voilà, on voudrait une bougie qui éclaire mais qui ne chauffe pas. Les deux viennent ensemble. Donc c'est toujours le double accomplissement du bien d'autrui et du sien propre. Mais on pourrait dire que la joie, la satisfaction qui vient d'exercer de l'altruisme, cette joie donc de l'altruisme, est une sorte de bonus. Et elle ne peut ne pas venir. Parce que vous savez, par exemple, quelqu'un qui saute dans l'eau glacée pour sauver un jeune enfant qui se noie, il ne va pas se dire, qu'est-ce que je vais me sentir bien après ? Les sauveteurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, au risque de leur vie, au risque de la vie de leur famille, ont caché des personnes juives et autres personnes persécutées, ils ne disaient pas que je vais me sentir bien plus tard. C'était au contraire très difficile, c'était poignant, c'était un risque énorme. Et donc, voilà. Donc, en même temps, la joie peut venir comme un bonus, comme on cultive un champ pour avoir du blé, mais on a aussi de la paille pour faire le toit ou autre chose. Et donc, ça vient en plus de surcroît, mais ce n'est pas le but de l'opération. Il faut bien comprendre ça. Merci beaucoup Mathieu et merci Christophe. Alors on a pris un petit temps en commençant à finalement par définir ce que c'était la joie. Est-ce que Mathieu, là, du coup je vais quand même commencer par toi, est-ce que tu pourrais quand même définir l'altruisme et je sais que c'est une notion très vaste, mais puisqu'on va parler de joie dans l'altruisme et que ce week-end est dédié à l'altruisme, que tu nous dises quand même un petit mot, je crois que c'est incontournable. Oui, je crois qu'il faut bien séparer les deux malgré tout. Pour les raisons justement que je viens de dire, qu'on peut faire de l'altruisme dans des circonstances absolument dramatiques et qu'on pense à autre chose qu'à se réjouir. L'altruisme, c'est tout simplement une intention, parce qu'on ne peut pas juger sur les actes. Il peut y avoir des actes extrêmement altruistes de quelqu'un qui s'occupe d'une vieille dame pour avoir éventuellement son héritage. Donc, si vous voulez, le comportement est bienveillant, fait du bien, mais la motivation n'est pas altruiste, elle est intéressée. Donc ça, ce n'est pas de l'altruisme. Donc, quoi qu'on en dise, bien sûr, l'altruisme doit se traduire en action dans la mesure du possible, mais on peut avoir une motivation parfaitement altruiste, 100% altruiste, mais il y a des obstacles à la mise en œuvre. Donc, ça commence par une motivation. C'est ce que Daniel Batson, un grand spécialiste de l'altruisme, a bien montré. C'est une intention. L'intention de faire le bien d'autrui en mettant le but final et pas avec des idées associées à oui, si je fais ça, on va dire du bien de moi, ou la personne plus tard, elle sera bien avec moi, ou j'aurai un bénéfice plus grand que le bénéfice que je lui ai accordé. Donc, tous ces genres de calculs, disons, font que ce n'est pas de l'altruisme véritable. Donc, à un moment donné, on a vraiment envie de faire quelque chose pour faire le bien d'autrui. Et dans le bouddhisme, on parle en plus, souhaiter donc le bonheur à tous les êtres. Donc, on ne s'arrête pas seulement à ceux qui sont proches, à ceux qu'on connaît, à ceux qui nous traitent bien, mais c'est tous les êtres en général. C'est-à-dire que pourquoi pas n'exclure personne de son cœur, y compris des tyrans à qui on peut souhaiter, puissent-ils changer, puissent leur cruauté, leur indifférence, la barbarie, puisse cette barbarie souhaiter qu'elle disparaisse de leur esprit ou qu'une culture qui a amené de telles personnes, voilà, on y remédie d'une façon ou d'une autre sur le court ou le long terme. Et donc, souhaiter que les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur.
Donc ça, c'est l'aspect de bienveillance, disons, inconditionnelle a priori. Et donc, tous les êtres qui se présentent dans le champ de ce souhait devraient recevoir cette bienveillance. Et comme il se trouve qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde, cette bienveillance qui est la sphère de base, lorsqu'elle est confrontée à la souffrance, ça change de nom, ça devient la compassion, mais c'est simplement l'altruisme, la bienveillance inconditionnelle, appliquée à la souffrance. Et ça devient simplement le souhait que les êtres soient libérés de la souffrance et de ses causes. Puis on parlera de l'empathie plus tard, c'est encore autre chose. Christophe, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je rajouterai quelque chose parce que, bon, en général, on est d'accord, Mathieu et moi, mais là, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, Mathieu. Je trouve que tu es trop rigoureux, trop exigeant avec nous autres, les humains ordinaires. Ça, c'est le problème voilà, de tes années de méditation dans l'Himalaya. Moi, contrairement à toi, je pense que tous les actes altruistes sont bons à prendre, même ceux qui ont des arrière-pensées, même on se dit, voilà, je vais faire ça, comme ça, on va dire que je suis quelqu'un de bien, ou bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est toujours ça de prix. La vie est tellement compliquée que je crois qu'il vaut mieux un acte altruiste un tout petit peu impur qu'un acte égoïste, 100% pur égoïsme. Donc, voilà. Deuxièmement, je crois aussi qu'il y a un effet d'entraînement, que faire l'expérience de l'altruisme, voir ce que ça représente d'aider quelqu'un, voir la personne aidée par ce qu'on lui donne, ce qu'on lui propose. Bien sûr, ça peut nous laisser indifférents si on est quelqu'un de très cynique, mais je crois que pour la plupart des gens, c'est quand même touchant de voir qu'on a le pouvoir, en faisant des choses simples, en disant des paroles simples, de faire le bien, de faire du bien aux autres, et que pour la plupart du monde, ça ne laisse pas indifférent. Donc j'ai tendance à être moins exigeant sur la pureté des intentions, et donc à appeler altruisme même des démarches moins belles que celles dont tu nous parlais. Juste pour quand même mes précisions, c'était pour définir l'altruisme véritable. Toute action qui fait du bien aux autres fait du bien aux autres, par définition. Donc ça dépend aussi de l'intention ultime. Mais justement, ce que disait Christophe, ça me lance sur une question que je voulais te poser, puisque toi, tu as accompagné des patients pendant de nombreuses années. Est-ce que se tourner vers les autres, justement, peut nous aider à aller mieux, y compris quand on ne va pas très bien? Donc là, il y a une motivation du coup qui serait... Ouais. Alors, faut faire attention. C'est-à-dire, on peut, même en étant soignant, même en faisant du bien, se faire souffrir, puiser trop loin dans ses réserves et s'abîmer, tomber malade, s'épuiser. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est vrai aussi que c'est génial de pouvoir être soignant, mais que ce n'est pas nécessaire à une attitude existentielle tournée vers l'altruisme. On peut faire beaucoup de bien autour de soi en étant simplement attentif aux autres personnes, en leur accordant de l'intérêt, de la bienveillance. Le truc tout bête, c'est si vous êtes au volant de votre voiture, vous vous arrêtez au passage clouté dès qu'il y a un piéton qui hésite à passer, au lieu d'accélérer. Ça me frappe beaucoup les automobilistes qui voient qu'on hésite à traverser et qui se disent « il est arrêté, j'accélère » au lieu de s'arrêter, de faire un grand signe pour qu'on passe. C'est tout bête, hein, ça commence un petit peu là, l'amélioration de l'ambiance dans nos sociétés, avec des gestes aussi simples que ça. Donc même des choses semblables peuvent compter, mais voilà, le soin, c'est vrai que c'est un métier incroyable, formidable, mais il n'y a pas seulement d'ailleurs les soignants, il y a aussi tous les accompagnants, toutes les personnes, je veux dire les enseignants, enfin c'est pas du soin, mais c'est dès qu'on donne à d'autres personnes, dès qu'on essaie de les rendre plus instruites, plus heureuses, d'alléger leur douleur, on fait quelque chose d'incroyable. Et qui peut nous faire du bien à condition qu'on n'aille pas jusqu'à ces questions d'épuisement professionnel, effectivement. Merci. Parce qu'il y a... Je terminerai, pardon, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec je crois que c'est avec Yann Arthus Bertrand et Mathieu, et on parlait de l'ivresse des soignants. Il y a un danger dans ce métier de soignant, c'est que justement, c'est tellement formidable de voir qu'on soulage ou qu'on aide les autres que c'est un petit peu comme l'ivresse des profondeurs ou l'ivresse des hauteurs. C'est-à-dire, on en finit
par négliger les signes de souffrance de notre corps ou de notre esprit. Et on a l'impression que finalement, oui, on est épuisé, oui, on est au bout du rouleau, mais c'est tellement grisant d'aider les gens et à la fin de la journée de se dire j'ai fait du bien aux autres, que ça va comme anesthésier les coups que nous apportait la fatigue, l'épuisement, et on peut en mourir de ça, on peut aller jusqu'à finalement la fin, et c'est avec toi, oui Mathieu, on vient d'en parler, on parlait de notre ami David Servan-Schreiber, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez sans doute, et qui, au soir de sa vie, enfin il l'a dit dans ses livres, hein, c'est pas un secret que nous trahissons, disait « J'ai appliqué tous les principes que j'ai recommandés dans mes livres, sauf un, qui est de limiter le stress, parce que j'ai cru au mythe du stress positif. J'ai cru que quand on faisait un métier qui nous passionne jusqu'à l'épuisement, jusqu'au bout, très stressant, très épuisant, du moment que ça se passait bien, du moment que les gens nous remerciaient, qu'on leur faisait du bien, ça remettait les compteurs à zéro, ça effaçait tout, ça remet rien à zéro. La fatigue, l'épuisement, les délabrements persistent, sauf que on est tellement heureux d'avoir aidé que ça nous masque les dommages qui sont faits à notre corps. Donc, oui, ça fait beaucoup de bien de soigner, mais attention à ces phénomènes de dérapage. Ouais, ouais. Merci beaucoup Christophe. Au fait, tu as répondu de toute façon, c'était hyper intéressant. Moi, ma question, c'était plutôt toi comme psychothérapeute, du coup. Est-ce que ça peut être une tâche qu'on donne aux patients, tu vois, des patients? Non, c'est une autre question, mais du coup, qui rejoignait l'aspect qui pourrait être un altruisme intéressé. Je vais répondre très rapidement. Oui, effectivement, dès que vous êtes dans l'altruisme, vous êtes dans la décentration. Beaucoup de nos souffrances, qu'il s'agisse des souffrances d'estime de soi, d'anxiété, de dépression, viennent du fait que malgré nous, on ne le choisit pas évidemment, on est auto-centré. Comme on a mal à l'intérieur de nous-mêmes, on a mal à notre esprit, à notre âme, à notre corps, on se centre sur nous. Dès qu'on s'engage dans l'action, déjà, on se décentre. Dès qu'on s'immerge dans la nature, on se décentre. Et dès qu'on s'engage dans un lien avec les autres, mais un vrai lien, pas un lien où on veut que les autres nous donnent quelque chose, un lien où on leur donne quelque chose, où on s'oublie pour se tourner vers eux, ça peut nous faire du bien. Là encore, il y a des limites, il ne faut pas aller jusqu'au sacrifice de soi, à l'oubli, à la répression de soi, mais cet allègement est thérapeutique et bénéfique. Oui, quand les gens en sont capables, il ne faut pas leur mettre la pression là-dessus, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi, j'avais un collègue nord-américain qui racontait que quand il était gamin, qu'il était de mauvaise humeur, et quand il était ado, sa mère lui disait « John, tu n'as pas l'air en forme, là, sors, va aider le voisin, ça te fera du bien ». Et ça l'agaçait beaucoup, évidemment, que sa mère le foute dehors et lui dise d'aller aider le voisin, mais avec le recul, il disait « Elle avait 10 millions de fois raison, ça me faisait du bien ». Merci beaucoup Christophe. Et du coup, malgré tout, la première réponse que tu nous as donnée, elle va permettre alors maintenant à Mathieu de nous parler justement de la différence peut-être entre l'empathie et la compassion. Comment est-ce que quand on est soignant, puisque c'est ça qui a été développé par Christophe, comment est-ce qu'on fait pour se protéger et donc dans le spectre de l'altruisme, la différence entre ce qu'on peut appeler la détresse empathique, la fatigue de l'empathie, et puis quand on est dans une posture de compassion, peut-être quelles sont les différences et quel est l'effet sur nous finalement? Oui, juste pour un petit mot d'abord pour conclure sur l'altruisme intéressé. Il y en a une forme qui marche bien, c'est la solidarité généralisée. Enfin, c'est-à-dire un altruisme intéressé au niveau des petites communautés, par exemple de villages, où tout le monde s'entraide. On voit ça au Népal, s'il y a un champ qui doit être dans le pays, à ce moment de la moisson, tout le monde vient, mais on sait aussi que la semaine prochaine, vous allez chez le voisin. Et donc, ce n'est pas dit, mais ça fait partie de la vie en société. Et s'il y en a un gars qui triche, en gros, au bout de 2-3 ans, ben, il est un peu mis de côté. Donc, c'est effectivement, c'est bon, très bon pour la communauté, pour la solidarité, pour la cohésion sociale. C'est un côté intéressé, mais réciproque. Bon. Oui, l'empathie. Donc, l'empathie a été un peu mise à toutes les sauces. Et l'empathie, c'est beaucoup plus spécifique. Alors, d'abord, c'est une qualité qui est extrêmement précieuse. Il n'y a qu'à lire le livre de Feu France Deval sur l'âge de l'empathie, comment ça s'est développé au fil de l'évolution, parce qu'on voit déjà ça dans d'autres espèces. Hein. Et donc, il y a deux formes d'empathie. C'est l'empathie affective, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un, des personnes qui sont en train de discuter et tout le monde est très joyeux, vous arrivez avant même de savoir de quoi ils parlent, vous avez déjà un sourire aux lèvres. Et ça peut être, par contre, par rapport à la souffrance, c'est quelqu'un souffre et vous souffrez de sa souffrance. Donc, c'est une résonance affective. Ce n'est pas la contagion émotionnelle qui est passive et dont on ne se rend pas compte. Là, on sait que c'est déclenché par l'autre et on ressent un sentiment qui est de la même nature. Alors, le problème dans le cas de l'empathie
livrée à elle-même toute seule, c'est que si vous êtes un aide-soignant, une aide-soignante, une infirmière, un médecin, un chirurgien, un assistant social, ou alors une personne qui prend soin dans la famille d'une personne qui souffre beaucoup, et que constamment, jour après jour, disons, par exemple, si vous êtes infirmier ou infirmière, bon, les personnes soit guérissent, soit elles meurent, mais en gros, c'est rare que ça existe malheureusement, mais des personnes qui souffrent intensément pendant 20 ans, c'est plus rare. Mais si tous les jours, jour après jour, patient après patient, vous souffrez de la souffrance de l'autre, notamment des enfants, des choses comme ça devient, à un moment donné, une charge insupportable. Pourquoi? Parce que l'empathie, c'est l'effet que les émotions de l'autre ont sur vous. Et c'est important parce que ça vous renseigne sur le sort de l'autre. Par exemple, les psychopathes sont notoirement insensibles à la souffrance de l'autre parce qu'il n'y a aucune résonance affective. Ils s'en fichent totalement, ils coupent des gens en morceaux, tout ça très bien. Et il y a une résonance, il y a une empathie cognitive, qui se appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que c'est savoir ce que l'autre ressent sans le ressentir. Par exemple, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est très peur dans les avions. Moi, j'adore ça. Donc, je me sens concerné par son sort. Je peux essayer de la rassurer, mais moi, je ne ressens pas la même chose. Donc ça, par contre, les psychopathes sont très forts. Ils sont très bons pour décerner comment pensent les autres, ce qu'ils vont faire. Et vous voyez, donc ça débouche. Donc il n'y a aucune certitude que l'empathie va déboucher sur l'altruisme. Daniel Batson a envisagé 9 types d'empathie. Il y en a une seule qui mène à l'altruisme, c'est d'être concerné empathiquement par le sort de l'autre. Donc l'empathie nous renseigne. Mais ça peut être un signal d'alarme. Parce que si le signal d'alarme résonne 24 heures sur 24, ce n'est pas une bonne idée. Donc, si on reste uniquement sur le mode de l'empathie, du fait que c'est l'effet que ça a sur soi, vous courez droit au burn-out, à l'épuisement émotionnel, ce qu'on appelle aussi la détresse empathique. Les gens qui vous disent, moi j'adore les animaux, je peux avoir ces films où on montre les animaux qui souffrent trop, je ne peux pas le regarder. Il vaut mieux regarder et puis faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que, donc ça c'était des travaux auxquels j'ai collaboré avec Tanya Singer, qui était une spécialiste de l'empathie, qui a montré que quand vous souffrez de la souffrance de l'autre, les aires du cerveau sont bien les aires de la souffrance, dont vous souffrez vraiment. Ce n'est pas juste une idée théorique, mais c'est l'effet que ça a sur vous. Par rapport à la compassion, qui est donc l'application de la bienveillance inconditionnelle à la souffrance de l'autre, qui est tournée vers l'autre. C'est comme le docteur sur le champ de bataille, il ne va pas commencer à pleurer dès qu'il voit quelqu'un qui est blessé, sinon il n'irait pas très loin. Donc en fait, il y a un courage de la compassion, et la compassion... On a montré ça aussi en neurosciences, c'est des aires différentes dans le cerveau et ça agit comme un antidote à la détresse empathique. Parce que ça vous donne du courage, parce que la compassion ou la bienveillance sont des états mentaux constructifs, positifs, qui en fait régénèrent vos forces au lieu de les épuiser à force de raisonner émotionnellement avec la souffrance de l'autre. Donc d'où l'idée qu'on parle souvent en médecine d'une fatigue compassionnelle, en anglais de la fatigue de la compassion. On sait que, en tout cas, ça a été étudié aux États-Unis puis en Asie, que 60 à 70% du personnel médical souffre ou va souffrir du burn-out, que quand quelqu'un souffre du burn-out, il s'occupe moins bien des patients, ça a été étudié aussi, même s'ils ne savent pas que la personne est dans le burn-out. Donc c'est très délétère pour ce genre de profession. Et donc, on parle d'une fatigue de la compassion en médecine. Mais ce n'est pas une fatigue de la compassion, c'est une fatigue de l'empathie, parce que l'empathie toute seule, c'est comme une pompe à eau sans eau, ça brûle. Donc ça, c'est très important de faire la distinction. Donc Tanya Singer avait lancé un projet qui s'appelle Ressources, qui visait à une recherche qui se traduit dans la société. Elle a eu un peu de mal finalement à le faire passer, mais en espérant que ça va venir. Il y a différents endroits dans le monde où on essaie de mettre cette idée en application. Notamment, nous travaillons au sein de Karuna avec le SAMU social, pour former des personnes qui travaillent pour le SAMU social. Les travailleurs sociaux sont souvent confrontés à la détresse empathique parce que j'ai vu une personne des États-Unis qui s'occupait des sans-abri. Il me disait, vous comprenez, je fais tout ce que je peux, on les recueille, au bout de 15 jours, il faut les remettre dans la rue parce qu'on n'a plus de moyens. Donc ça use beaucoup. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec une chose qui s'appelle mindfulness solidaire et on essaie un peu d'aider à un meilleur équilibre émotionnel et à développer la bienveillance comme remède à la détresse empathique. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vais vous proposer de prendre un petit temps à nouveau avec vous. Comme ça leur fait aussi une petite pause à nos deux amis. Et puis surtout, il y a déjà beaucoup de contenu qui a été amené par Christophe et Mathieu. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de la même manière que tout à l'heure, on a évoqué, vous avez convoqué un moment de joie. Je vais vous proposer de vous rappeler d'abord pour vous
Et puis après, si c'est OK, vous échangerez avec l'autre voisin, l'autre voisine, de vous rappeler d'un moment où, je sais pas, où vous avez posé un petit geste vers quelqu'un, où vous avez pu vivre un moment d'altruisme. Et voilà, on a eu l'occasion d'entendre Mathieu et Christophe en parler, donc on sait qu'il y a plein de manières d'être altruiste. C'est pas être un soignant, une soignante, ça peut être même une toute petite chose. Donc je vous propose de prendre un petit temps à nouveau pour vous. Là, loin de toutes ces notions théoriques, il y a peut-être plein de choses qui sont encore présentes. Là, le mental, il est bien stimulé. Peut-être il y a le soleil aussi qui tape sur vos têtes comme sur la mienne. Laissez vos yeux se fermer si ça vous aide à revenir à une situation. Pareil, c'était peut-être aujourd'hui, peut-être c'est un peu flou dans votre tête. Il y a plusieurs situations qui reviennent. En essayant de vous détendre et de saisir la situation qui apparaît. Vous étiez en interaction avec quelqu'un et il y a une parole, un geste, quelque chose qui a pu soulager, qui a pu faire du bien. Et à nouveau, peut-être visualiser la scène, les personnes, la personne qui était présente, le lieu. Ce que vous entendiez, ce qui s'est dit. Et aussi comment c'était en vous à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler les sensations, les émotions? Peut-être c'est très évident, peut-être c'est pas facile pour vous de reconnecter à ça et c'est aussi tout à fait OK, il n'y a pas de problème, c'est une petite expérience. Et puis je vais vous proposer de vous tourner vers la personne de votre choix, devant, derrière. Peut-être une autre personne à qui vous n'avez pas encore parlé, lui dire votre prénom. Osez aller vers lui, vers elle. Et partager sur ces moments d'altruisme. C'est chaud, hein? Non, mais le soleil est chaud. Demandez-toi ton avis et après dire comment ça se fait. Poser la question et après Alors, on va revenir laisser
les mots se tarirent. J'ai mes voisins qui ont encore plein de choses à vous partager. Ils sont inarrêtables, unstoppable. Alors une question que j'avais envie de poser à Christophe, c'est que parfois, en fait, on se rend compte que poser des actes altruistes envers des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas très bien, c'est quelque chose qui peut-être semble plus évident, en tout cas, que quand il s'agit de nos proches, peut-être nos enfants, notre conjoint, notre conjointe qu'on connaît depuis 20 ans. Parfois, ça pique un peu l'altruisme en famille. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en tant que psy, puis aussi en tant que père et conjoint? Oui. Là, on rentre dans le chapitre. Tout ça, c'est très beau, mais en pratique, quoi, au quotidien, comment on fait? Alors, je crois quand même, mais il me semble que tu l'évoquais, Mathieu, que c'est plus facile avec notre premier cercle, avec les gens qu'on aime de façon très profonde, parce que ce sont nos enfants, nos parents, c'est le sang, comme disent les jeunes aujourd'hui. Là, même s'ils nous agacent parfois, on a une facilité à l'altruisme, au don de soi qui est peu coûteuse en énergie. À l'extrême opposé, il y a le genre humain. Je pense que si on nous demande à toutes et à tous, est-ce qu'on veut plutôt du bien au genre humain? Est-ce qu'on souhaite que les humains soient tous heureux, etc. Je ne sais pas, lever le doigt, c'est ceux qui sont contre, quoi. Donc, je pense, on vous regarde. Il y a un monsieur qu'on interviewera tout à l'heure. Mais c'est entre les deux que c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est ce voisin qui écoute sa musique trop fort, c'est ce collègue de travail qui ne fait jamais sa part quand il y a des tâches partagées. Est-ce que c'est facile de continuer d'être altruiste, bienveillant avec eux, ou est-ce qu'on a une sorte de petit compteur à bonnes et à mauvaises actions dans le cerveau qui fait que on n'a pas trop envie, quoi, dans ces cas-là, de l'être? Donc, il n'y a pas de réponse à ça, sinon déjà une direction générale, c'est qu'il y a peut-être il faut accepter le fait qu'il soit parfois difficile, délicat, compliqué pour nous d'être altruistes dans certaines circonstances, avec les gens qui nous ont fait du mal ou qui n'ont pas fait leur part. Alors Mathieu en parle beaucoup mieux que moi de ça. Tu rappelles à juste titre qu'il faut quand même leur vouloir du bien, souhaiter qu'ils puissent devenir eux-mêmes plus généreux, toutes ces choses-là. Moi, je dirais peut-être plus prosaïquement que quand on ne peut pas être altruiste, au moins tâchons de ne pas être agressif, de ne pas être hostile, de ne pas faire de mal. Si on n'a pas la force de faire du bien, tenons-nous dans une situation de neutralité, essayons de parler aux gens. Je crois que c'est un petit peu ça l'enjeu, mais une fois de plus, moi je suis pas philosophe, je ne suis pas moine, je ne suis pas un théoricien, je suis un soignant, donc en termes pratiques, je pense que effectivement, il y a des fois où c'est trop coûteux en énergie d'être altruiste avec certaines personnes, que cet effort vaudrait la peine, sans doute, mais peut-être qu'aussi à certains moments, il peut être interprété comme un signe de faiblesse. Il y a des gens dont les codes mentaux sont d'assimiler la gentillesse, la bonté, la générosité gratuite à de la faiblesse, et d'assimiler cette faiblesse à un filon qu'on peut exploiter pour dominer, pour tirer des tas de bénéfices sans contrepartie. Donc, c'est important aussi de dépister ces personnes-là pour éviter de tomber sur des gens manipulateurs, pervers, toutes choses qui existent dans la nature, malheureusement, nature humaine et nature en général. Oui, effectivement, c'est bien souvent un défi. Donc, je me rappelle d'un petit dessin où quelqu'un allait voir le patron, il disait, écoutez, je sais que vous ne pouvez pas m'augmenter, mais au moins si vous pouviez diminuer le salaire de mon collègue. Donc, c'est vrai qu'il y a récemment une étude qui a été publiée, une étude scientifique, qui porte sur 50 ans et sur un très grand nombre de personnes, sur les facteurs qui favorisent ce qu'ils appellent le bonheur. Bon, quelle que soit la manière dont on peut le définir, mais enfin, en gros, c'est un état de satisfaction, de bien-être. Et il est apparu clairement que le facteur, le clé en quelque sorte, c'était la qualité des relations humaines. D'ailleurs, il y avait une enquête de l'OCDE sur 10 facteurs qui contribuent au bien-être.
Il y avait aussi les salaires, etc. Et c'est de nouveau la qualité des relations humaines. On sait qu'il y a des études qui ont été faites dans des entreprises, dans des lieux de travail, et les endroits où il fait bon travailler aussi fonctionnent mieux. Et pourquoi il fait bon travailler? C'est parce que vous entendez bien avec les gens, il y a un sentiment de coopération, que vous n'êtes pas tous les uns contre les autres. Bon, ça, c'est assez fréquent, c'est toujours l'autre qui a tort. Je me rappelle, après le tsunami, il y avait, dans une petite île, il y avait 2 villages qui avaient été également ravagés, et il avait été question d'aider un de ces villages. Et les villages ont dit, oui, aidez-nous, mais les voisins, ils sont tous mauvais, ce n'est pas la peine de les aider. Donc, en gros, c'est souvent celui qui est le plus près qui n'est pas la bonne personne. Alors ça, évidemment, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une partialité, c'est-à-dire qu'on va uniquement avoir des bons sentiments envers nos proches, qui est excellent, mais un peu moins pour les gens qu'on ne connaît pas et beaucoup moins pour les gens qu'on considère comme des nuisances autour de nous. Alors, comment essayer de surmonter ça? C'est un peu l'idée de, finalement, ça ne veut pas dire être faible, mais ça veut dire qu'a priori, d'abord, on exclut l'animosité, la haine et la malveillance de notre cœur, mais on peut très bien être ferme. Il ne s'agit pas d'être un paillasson ou un bisounours chronique, mais simplement ferme. D'ailleurs, c'est souvent bien meilleur pour les personnes qui nous font du tort, qui agissent mal. Si on les laisse faire tous leurs caprices, ça ne fait qu'accentuer leur mauvais penchant et le fait qu'ils se font du tort aux autres, ils se font du tort à eux-mêmes. Donc, ce n'est pas leur rendre service du tout que de les laisser faire absolument tout ce qu'ils veulent pour faire du tort à droite et à gauche. Donc, d'être ferme, mais sans malveillance. Donc, dans le meilleur des cas, le fait d'avoir une attitude bienveillante peut influencer de façon les autres. Si vous gardez votre calme, vous emportez pas, qu'il n'y a pas d'escalade de la violence. On sait, ça a été étudié, que la plupart des actes de violence physique sont une escalade entre gens qui se connaissent bien. Ce n'est pas des violences gratuites à droite et à gauche. Donc, ça vient de quoi cette escalade? C'est que la tension monte des deux côtés, finalement. Et donc, comme il y a un proverbe tibétain qui dit on ne peut pas claquer avec une seule main. Il faut être 2 mains pour claquer. Moi, j'ai été le cobaye pour des expériences de confrontation à l'université de Berkeley. Et on m'avait dit d'abord, on va vous mettre avec un professeur qui était un prix Nobel de physique, et vous allez parler d'un sujet qui peut apporter la controverse, à savoir pourquoi un moine bouddhiste, pourquoi un ancien chercheur en biologie moléculaire a eu l'idée saugrenue de devenir moine bouddhiste et de croire à des trucs complètement farfelus. Et donc, on a eu une conversation qui s'est extrêmement bien passée, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, et au bout de 10 minutes, donc on avait des senseurs physiologiques partout, on mesurait les expressions faciales au 30e de seconde, et on a regretté que ça ne dure pas plus longtemps. Et après, ils m'ont dit, on va vous mettre avec la personne la plus difficile du campus de Berkeley. On ne l'avait pas dit, bien sûr. Alors, il est arrivé, je dis, vous savez, on doit avoir une confrontation, mais ça ne sera pas difficile avec moi, il me dit. Donc, il commence, boum, boum, boum. Et puis moi, je lui réponds, j'étais content d'être avec lui. Et donc, il mesurait la physiologie. Donc, au début, il était au top, l'excitation maximale. Et puis, finalement, il avait... Et à la fin, il a dit, je ne peux pas me disputer avec ce type-là. Il sourit tout le temps, il dit des choses à peu près raisonnables. Puis, il y a quelque chose, je ne sais pas, qui émane de lui, je n'arrive pas à me disputer. Donc, c'est vrai qu'il y a une façon de désarmer l'hostilité. Et comme dit Dalai Lama, si ça ne marche pas, au moins vous n'êtes pas tombé dans le piège de tomber dans les mêmes sentiments qui sont finalement sentiments qui vous rongent, l'animosité, la haine, le ressentiment. Ça fait du bien à personne. Donc, dans le meilleur des cas, il y a un élément quand même de contagion que les personnes finissent par se calmer. Et dans le pire des cas, au moins vous n'êtes pas tombé dans le piège de la similitude. Merci beaucoup Mathieu. Et justement, ça m'amène à une des questions, c'est finalement, est-ce que c'est contagieux l'altruisme? Oui, alors il y a des études qui ont été faites que c'est contagieux, même à plusieurs degrés. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui fait un acte altruiste dans la rue ou autre chose, qui aide une personne ou qui donne quelque chose à un mendiant ou qui aide un enfant, enfin n'importe quoi, une personne à traverser, qu'il aura plus tendance à le faire et que ça va encore 1 degré de plus. Il y a des personnes qui le rencontrent plus tard, donc il y avait 2 degrés de séparation où on voit un comportement légèrement plus altruiste. Donc, c'est effectivement contagieux. L'exemple est quelque chose de très fort, particulièrement pour les enfants. On sait que la meilleure façon d'apprendre aux enfants à devenir plus coopératifs et altruistes, c'est aux parents, bien sûr, de se comporter de cette manière-là. Ça a été étudié, c'est un facteur très puissant, la force de l'exemple, et de le faire avec eux aussi. Aristote disait,
On apprend la vertu en devenant vertueux. C'est pour ça que parfois des gens qui ne sont pas très prédisposés à aider les autres, c'est vrai qu'on me dit allez aider le voisin, mais c'est un peu vrai parce que souvent, moi j'ai vu des groupes de personnes qui venaient des États-Unis ou d'ailleurs, qui n'étaient pas particulièrement portés à l'altruisme, ils venaient aider des personnes handicapées et au bout de 15 jours, ils avaient vraiment changé parce qu'en le faisant, ils se sont aperçus de tout, à quel point c'était essentiel de se mettre un peu au service de l'autre, de l'aider, et pas seulement pour se sentir bien, mais parce que c'était une bonne chose en soi et que les deux choses allaient ensemble. Le double accomplissement du bien d'autrui et du vôtre, ça va ensemble. C'est soit c'est gagnant-gagnant, soit c'est perdant-perdant. Si vous êtes égoïste, vous rendez la vie misérable et vous la rendez misérable à tous ceux qui sont autour de vous. Merci. C'est vrai que c'est un enjeu, effectivement, la diffusion des comportements altruistes bienveillants. Et je crois qu'il y a trois ressorts, trois leviers. Mathieu, tu as évoqué les deux premiers. C'est d'abord l'imitation. C'est vrai que nous sommes une espèce mimétique. Nous reproduisons volontiers ce que nous voyons faire, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur concernant l'altruisme et pour le pire, pour la mode, la superficialité, la violence même parfois, les façons de mal parler, etc. Donc il y a l'imitation, il y a la répétition, comme tu le disais. Ça, c'est tous les penseurs ont souligné ça. Pascal, par exemple, le philosophe, par rapport à la foi, disait « agenouillez-vous et la foi viendra ». Si on prend l'habitude de prier très régulièrement, eh bien, quelque chose va pouvoir se lever en nous, de l'ouverture au spirituel, en répétant ces comportements. Et je pense que prendre l'habitude d'accomplir des actes altruistes, même pour des raisons égoïstes, parce que c'est bon pour notre santé, par exemple, de manière répétée, va faire naître en nous des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, il y a ces choses-là. Et puis, il y a l'admiration. Je pense que c'est un petit peu comme la différence entre l'empathie et la compassion. Dans le mimétisme, il y a au fond quelque chose qui ne nécessite pas notre intervention consciente. Nous sommes une espèce sociale, une espèce mimétique. Donc, assez facilement, nous reproduisons, sans avoir besoin d'y réfléchir, de réfléchir au sens, en tout cas sur le moment, ce que nous voyons faire. Par contre, nous pouvons aussi prendre conscience de ce que nous voyons, de ce que ça représente. Et c'est là qu'interviennent des émotions ou des attitudes comme l'admiration ou l'élévation. C'est-à-dire que si je prends l'habitude de regarder tous les actes de bonté autour de moi, en prenant leur portée, en me disant c'est quand même formidable qu'il y ait des gens qui donnent de leur temps, sans attente de retour. C'est pas juste que ça a déclenché en moi l'envie de faire pareil, c'est que tout à coup ça va m'émouvoir profondément. Je vais me dire que cette espèce humaine est quand même incroyable. On peut être des gueux, des chiens, des gros casse-pieds, des gros râleurs, mauvaise foi, tout ce qu'on voudra, mais il y a aussi chez tous les humains l'émergence comme ça de comportements formidables, admirables, et avec ces deux émotions qui vont pouvoir naître. D'une part, ce qu'on appelle l'admiration. L'admiration, c'est se réjouir de la supériorité d'autrui. C'est voir quelqu'un faire des choses dont on n'est pas forcément capable dans l'instant, mais au lieu de s'en trouver infériorisé ou agacé ou jaloux, d'avoir de l'envie, on se trouve ému, joyeux, on se réjouit que ça existe et c'est quelque chose qui va nous inspirer. Donc ça, c'est l'admiration, et l'admiration est un moteur très fort de reproduction du comportement. Ça a été évalué, ça, en laboratoire. Et puis après, il y a l'élévation. L'élévation, c'est quand je vois accomplir des actes altruistes. Donc je peux avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'admiration, le constat que cette personne, à cet instant-là, m'est supérieure moralement, mais il y a encore plus fort dans le sentiment d'élévation, la conscience qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose de matériel qui est en train de se produire sous mes yeux, mais de quelque chose de très beau, de très grand, qui touche au sublime et qui me trouble très profondément. Et le paradoxe, c'est que plus je suis troublé en voyant accomplir de bonnes actions, moins je risque de les reproduire dans l'immédiat. Ça, oui, il y a une chercheuse qui a fait des travaux sur ça et c'était un peu déconcertant. Elle était très déçue en disant bon sang, finalement, l'élévation d'âme au spectacle d'actes sublimes, de générosité, de sacrifice, les gens sont bouleversés, ils pleurent, mais
dans l'heure qui suit, c'est trop compliqué pour eux. C'est comme s'ils étaient trop ébranlés pour passer tout de suite à l'acte, pour avoir envie de reconduire. Par contre, on s'est aperçu que ça facilitait le sentiment de connexion aux humains pour la durée. Et les conclusions de la chercheuse, elle disait, l'élévation, ça ne produit pas des actes, mais ça produit des liens. Ça renforce le sentiment d'appartenance à l'humanité qui, dans un second temps... Bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est compliqué ces recherches sur qu'est-ce qui va rendre les gens plus altruistes, mais beaucoup de réflexions sont en cours là-dessus. Et en tout cas, plus on voit d'actes altruistes autour de nous, plus on en produit nous-mêmes et plus on fait du bien à l'humanité. Ça, c'est une évidence. Juste pour dire un tout petit peu, demain, on m'a demandé en fin d'après-midi de faire une séance de méditation. C'est pas vraiment mon fort, mais j'avais l'idée de faire 4 éléments. Et donc l'un correspond à ce que dit Christophe. Donc le premier, c'est sur la bienveillance, dont on en a parlé, la compassion. Le troisième, c'est effectivement cette réjouissance. Ça peut être dans un acte altruiste d'autrui, ça peut être dans la carrière de quelqu'un comme Gandhi. Donc c'est une façon, c'est assez altruiste parce que personne ne va vous faire des félicitations si vous vous réjouissez de ce qu'a fait Gandhi, personne ne va vous blâmer si vous ne vous réjouissez pas de Gandhi, donc c'est vraiment désintéressé. C'est une forme de célébration des qualités d'autrui, des actes constructifs, bienveillants d'autrui, mais c'est un facteur extrêmement, effectivement, inspirant. Si vous vous réjouissez de quelque chose, on en est jaloux, parce que être jaloux, c'est la plus stupide de toutes les émotions négatives, parce que ça vous rend malade et la personne, elle continue comme avant, ça lui fait rien du tout. Donc, en gros, c'est un facteur très important de célébrer les qualités d'autrui, c'est inspirant. Ça rejoint aussi la notion d'émerveillement. Donc, ça peut être l'émerveillement devant la beauté de la nature que connaît bien Yann pour l'avoir survolé maintes fois. Mais aussi, c'est l'émerveillement devant le regard d'un enfant, devant un acte de générosité désintéressée, et on peut s'émerveiller. Donc, toutes ces choses, l'élévation, l'admiration, la célébration, l'émerveillement se rejoignent, et c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Ça nous sort un peu du cocon de l'individualisme exacerbé, et donc, ça nous permet de rejoindre ce sentiment d'interdépendance, d'humanité commune, parce qu'on célèbre tout ce qui a été fait de bon dans toute l'histoire de l'humanité. On peut célébrer des actes aussi de coopération parmi d'autres espèces. Et donc, c'est un facteur très inspirant. Et puis, le quatrième aspect, c'est l'impartialité. On en reparlera demain. Donc Mathieu a fait du teasing pour sa méditation de demain. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais on arrive tout doucement à la fin de cette table ronde. Je vais vous proposer de reprendre un petit moment avec un voisin, une voisine, juste pour vous encourager un peu, vous stimuler, vous challenger l'un l'autre. Tiens, ça pourrait être quoi mon plus petit pas possible là en sortant de cette table ronde pour semer des petites graines d'altruisme et d'amour autour de vous. Donc je vous propose de prendre un petit temps et puis on donnera une dernière fois la parole à Christophe et Mathieu qui répondront aussi à quelques questions du public. Donc prenez un petit temps et partagez qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez semer. D'abord, la table, elle n'est pas ronde. Hein. Cette table carrée. C'est bien, merci. Hein. Là, ils vont vous poser des questions.
Alors, on va revenir ensemble une dernière fois. J'imagine que tout ça vous a donné des ailes d'entendre les projets bienveillants de vos voisins, de vos voisines, de pouvoir aussi vous engager devant une autre personne de ce que vous alliez semer. Donc il y a des personnes de chez Karuna qui vont passer un micro, non? Voilà, c'est ça. Je voyais le regard interrogateur de mes amis de Karuna. Donc là, on vous propose de prendre un petit temps, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez, vous aussi, faire comme moi, poser des questions à Mathieu et Christophe, même si vous savez qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais voilà, la proposition, c'est que vous puissiez lever la main. Et on va vous amener un petit micro. Pensez à bien lever la main haut pour qu'on vous voit. C'est ça. Et donc si c'est, je n'osais pas le dire, mais Mathieu me souffle, si c'est OK, comme on est nombreux et nombreuses, pensez à poser une question courte, plutôt qu'un témoignage, c'est aussi super chouette, mais comme vous avez eu l'occasion déjà de pouvoir échanger avec des voisins, voisines, là, pour cette phase-ci, peut-être de poser une question courte, qui se termine effectivement par un point d'interrogation. Merci beaucoup, madame. Oui. Bonjour. Alors déjà, j'aimerais dire que je pense que Mathieu et Christophe ont besoin de nous. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. Pourquoi? La question, c'est, je vous interpelle, pourquoi on rend invisible la pensée et les connaissances des personnes autistes? Et pourquoi elles ne sont pas prises en compte alors qu'elles ont souvent des capacités hors normes à vous faire réfléchir? Et je rajoute juste un petit point. Pourquoi vous nous faites des violences? Et je parle à Christophe en tant que soignant, les violences que nous subissons dans le milieu médical, parce que nous avons une neurophysiologie différente. Être autiste, c'est une condition, ce n'est pas un trouble. Il va falloir changer les regards, changer le vocabulaire. Ok, ben Christophe, Mathieu. Merci beaucoup. Je crois que votre question était en fait un témoignage sur le besoin qu'on a de continuer à faire évoluer notre rapport de soignant et puis aussi le regard du grand public, non seulement sur les personnes autistes, mais sur l'ensemble des personnes qui souffrent de par leurs différences. Donc voilà, je n'ai rien à modifier à votre intervention. Merci beaucoup. Et pour vous dire que c'est un peu aussi particulier à la France, puisqu'il y a eu des influences idéologiques. On attribuait l'autisme à des causes qui n'avaient rien à voir avec ce que c'est. Et de ce fait, on est assez en retard par rapport aux pays anglo-saxons où la quasi-totalité des enfants autistes sont scolarisés normalement. Et donc voilà, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce sens et c'est excellent, une très bonne chose que vous attiriez l'attention là-dessus. Ce sont effectivement des personnes qui fonctionnent différemment, mais qu'en aucun cas, c'est particulièrement un handicap par rapport à... On est simplement une minorité par rapport à d'autres, mais il ne doit pas y avoir de jugement de valeur sur les capacités que les autistes manifestent par ailleurs. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aime cette notion que Christophe aborde. Il parle de psychodiversité et je pense qu'on a besoin d'honorer justement toutes nos différences. Alors, une question, un micro qui arrive par devant. Bonjour. Bonjour. J'ai une question assez courte, c'est sur les jeux relationnels. On parle en psychologie ou en sociologie par exemple du triangle de Karpman. Ce serait comment repérer qu'on est dedans et comment en sortir parce que parfois on parle de comment apprendre à désarmer, mais je pense qu'il y a un acte de confrontation qui ne me plaît pas trop personnellement. Mais comment se rendre compte qu'il y a un jeu relationnel qui s'est instauré et comment arrêter ce jeu, en sortir? Et on parle souvent de persécuteur, victime, sauveur. Oui, là on est sur un domaine un peu technique. Je crois que prendre conscience qu'on est dans un jeu relationnel faussé, comme selon ce modèle, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a deux marqueurs importants. Il y a notre inconfort émotionnel avec certaines personnes, dans certaines interactions. On se sent mal. C'est pas seulement parce que les gens nous disent des choses qui nous remettent en question, parce que c'est dur de... Voilà, mais quelque chose fait qu'on se sent mal à l'aise. Et d'autre part, en plus de notre malaise, il y a l'incapacité de s'expliquer, de mettre les choses à plat. C'est-à-dire, on essaie de dire, mais attends, quelque chose ne va pas, moi, je ressens ça. Et
on nous explique que c'est toujours plus compliqué ou que c'est notre faute. Ou, voilà, donc je dirais que c'est l'inconfort émotionnel et l'incapacité de tenter d'expliquer avec une bonne volonté réciproque le dysfonctionnement. C'est très simpliste comme réponse, mais ça commence là. Et si ces deux voyants sont au rouge, alors c'est qu'on est dans une relation potentiellement toxique. Merci beaucoup. Alors voilà, un micro, une Bonjour. question. Oui, déjà merci pour ces échanges. J'ai une question, comment faire avec le sentiment de culpabilité? Parce que parfois quand on sort de chez soi, on peut aider certaines personnes. Malheureusement, on peut croiser beaucoup de personnes en détresse. Mais par faute de moyens, de temps, on ne peut pas aider toutes ces personnes. Et comment faire pour ne pas se sentir trop coupable et de se laisser bouffer par cette culpabilité? Oui, oui. Alors Merci. là, non, c'est la culpabilité, c'est très bien au départ. La culpabilité, c'est un petit logiciel émotionnel qui est là pour nous tirer par la manche et pour qu'on s'interroge en se demandant est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ou ce que je pouvais faire? Est-ce que j'ai fait souffrir? Est-ce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi? Et il faut qu'on réponde à ça, oui ou non. Et donc au départ, c'est plutôt bien fichu, la culpabilité, hein. Imaginez un monde où aucun humain ne ressentirait de culpabilité. Voilà, quelqu'un vous aurait pris votre goûter, vous aurez écrasé les pieds, vous aurez éclaboussé en passant en voiture recouvert de boue. Pas de culpabilité, voilà, ce sera un monde invivable. Dans la culpabilité nous pousse à rectifier nos comportements. Après, ce dont vous parlez, les problèmes que pose la culpabilité, ça peut être soit l'excès de culpabilité. Beaucoup de nos émotions, au départ, sont là pour nous rendre service. La peur, la tristesse, la colère, la honte. À petite dose et comme indicateur, elles nous sont bénéfiques. Si elles prennent le dessus, elles ne le sont plus. C'est pareil pour la culpabilité. Là, ce que vous décrivez, c'est la culpabilité par rapport à une tâche immense et infinie. Si je me sens coupable de ne pas avoir fait tout le bien que j'aurais pu faire chaque jour, et si cette culpabilité est inextinguible, là, ça va être très très compliqué parce que les besoins évidemment sont infinis. Ne serait-ce que voilà, donner de l'argent à tous les mendiants qu'on rencontre, s'arrêter dans la rue dès qu'on voit quelqu'un qui a l'air triste ou désespéré pour tenter de le consoler, dès qu'il y a quelqu'un qui nécessite de l'aide. On peut faire ça. Il faut orienter sa vie vers le bien public, devenir un saint, une sorte ou une sainte, etc., etc. Donc le seul moyen que nous avons pour lutter à notre mesure contre cette culpabilité, c'est, une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure, l'action et le lien. C'est se dire, voilà, fais tout ton possible, c'est-à-dire ne passe pas une journée sans avoir fait du bien à quelqu'un, sous une forme ou sous une autre, et puis parle-en à tes proches, voir comment ils font, comment ils s'en sortent, comment ils se débrouillent, moi j'avais un copain qui avait, par rapport sa culpabilité, c'était les SDF, les gens qui demandaient de l'argent. Il disait, tu comprends, il y a des jours, ça m'emmerde de chercher dans ma poche les sous et pas de temps à perdre. Donc, une fois par semaine, il avait la journée, je donne à tout le monde. Donc, il partait avec les poches pleines de monnaie, et ce jour-là, il donnait. C'était un peu absurde, mais il me disait, ben voilà, du coup, j'ai l'impression de faire ma part à fond à certains moments. Mais après, c'est la question de quand arrêter nos efforts. C'est la question du perfectionnisme, hein. Alors, on l'a tous, cette question. Quand arrêter nos efforts pour éduquer nos enfants? Quand arrêter nos efforts quand on travaille sur l'estime de soi, sur la régulation de nos émotions? À quel moment on est dans le suffisamment bien? Et c'est pareil pour l'altruisme. À quel moment on est dans le suffisamment bien? Pour ma part, et une fois de plus, je suis curieux d'avoir la réponse de Mathieu, je pense qu'il y a un moment où on peut se dire, il me semble que j'ai fait ma part et que si tous les humains faisaient ce que j'ai fait, l'ambiance serait plus sympa sur cette terre. Mathieu. Je crois que Christophe a tout dit, mais juste rappeler, comme disait un de mes enseignants, pour rappeler cette différence. Il y a une différence entre le regret et la culpabilité excessive. Le regret, c'est essentiel. Le regretter de ne pas avoir été assez attentif à quelqu'un et donc de fait avoir blessé cette personne ou par négligence ou pour autre, par un manque d'attention. Tout ce qu'on peut regretter, c'est extrêmement sain. La force du regret amène à
à la résolution de ne pas retomber dans les mêmes erreurs qui sont nuisibles à autrui. Et sans ça, évidemment, on continue à faire n'importe quoi. Écoutez, par contre, la culpabilité excessive peut mener au fait, je suis nul, j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est pas pour moi, je suis comme ça. Et cet enseignant donnait l'exemple que vous brûlez un feu rouge, vous avez une amende, et puis je suis vraiment nul, je suis pas un mauvais conducteur, j'y arriverai jamais, puis vous brûlez le deuxième feu rouge et vous avez une deuxième amende. Donc, il faut reconnaître la différence. Le regret est une des 4 forces qui permet de remédier à un acte négatif. La première, c'est de prendre conscience et d'avoir du regret. La deuxième, c'est d'utiliser un antidote, c'est-à-dire cultiver les qualités qui évitent qu'on retombe dans les mêmes défauts. Pour ça, il faut avoir un support, c'est-à-dire penser à quelque chose qui vous inspire, un point de repère éthique, ou si vous êtes dans une tradition spirituelle, ceux qui ont montré en quelque sorte le chemin, et d'essayer de les prendre pour exemple. Et le 4e force, c'est la détermination, c'est quoi qu'il arrive, je ne veux pas retomber dans ce même comportement nuisible. Et donc ça, c'est important. Et puis comme disait Christophe aussi, ça ne sert à rien de se dire le matin, je vais sauver le monde, et puis j'y arrive pas, donc je vais être déprimé. Donc on peut se reprocher de ne pas faire ce qui est dans la mesure de nos moyens, mais pas ce qui dépasse largement nos moyens. Donc moi, j'ai toujours l'idée de faire un t-shirt, je vais finir par le faire. En anglais, c'était mieux, c'est « Please forgive me » et derrière, « I did my best ». Donc, pardonnez-moi, j'ai fait de mon mieux. Donc l'année prochaine, Mathieu aura une casquette et un t-shirt. Alors on va terminer ici et je vais vous relâcher dans la nature avec une petite tâche. On a entendu des choses vraiment passionnantes et merci beaucoup Christophe et Mathieu. Christophe a notamment parlé des liens, de l'importance des liens. On a appris aussi que l'altruisme c'était contagieux. Et puis on a appris finalement comment toutes ces mains tendues, finalement, tous les gestes d'altruisme, ceux qu'on avait posés, ceux qu'on avait reçus, pouvaient nous rendre vivants et faire en sorte que cet altruisme grandisse et de proche en proche, même au-delà des actes dont on a été témoin, puisse propager cette culture de l'altruisme dont on a tant besoin. Donc je vous propose qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont assisté à la conférence, au cours de cette journée, vous allez participer à des ateliers, vous allez sillonner ce magnifique lieu. Et à un moment donné, vous allez vous tourner vers quelqu'un et vous allez partager avec cette personne un acte qui vous a été offert, un acte d'altruisme, une main qui vous a été tendue dans un moment où c'était difficile pour vous. Et comme ça, c'est toutes ces vagues d'amour, tout ce que vous avez reçu, ces bienfaits vont pouvoir se propager et nourrir non seulement votre cœur, parce que vous allez pouvoir vous relier à ce moment, mais aussi amener plein d'émotions positives et donner aussi l'envie aux personnes qui vous entendront de poser à leur tour des actes d'amour altruistes. Donc merci beaucoup d'avoir été là et continuons à propager l'altruisme ensemble. À bientôt.